À Brousse, je me suis beaucoup occupée des Noirs qui habitaient sur ma parcelle, comme on disait, et de leurs femmes et de leurs problèmes, et ils venaient me raconter. Et j'écoutais, j'étais toujours disponible à les écouter. J'avais un cuisinier à bord de maison et qui lavait, qui repassait, qui faisait le travail ménager. Alors, comme j'avais du temps disponible, je leur ai appris à lire, à tous les deux. Et je leur ai appris le français parce qu'ils ne connaissaient pas le français. Et puis, dès ce moment-là, nous avons pu converser vraiment ensemble. J'ai pu un peu les interroger sur leurs coutumes, sur leurs croyances. Et c'était bien vu? Ah, je crois que ça ne devait pas être très bien vu de la société européenne. Parce que à cette époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup de contact entre blanc et noir. Et certaines de mes amies me critiquaient et m'ont dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu t'occupes d'eux comme ça? Mon père construisait des routes, faisait des travaux de terrassement, en quelque sorte. C'était son travail. Il défrichait la brousse pour en faire quelque chose où on pouvait circuler, où on pouvait amener du matériel, amener des gens. Mon mari n'avait aucun diplôme. Il a été à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans, et c'est tout. Donc il n'avait même pas fini sa primaire. Il s'est fait son terrain. C'est vraiment le vrai gentleman farmer, le self-made man, l'homme qui s'est fait lui-même. Mais il avait une tête, une intelligence, un esprit fantastique. Et j'ai toujours été, moi, la petite mère. Ça n'aurait pas été possible en Europe parce qu'en Europe, il y a une différence de classe. Il y a un système de classe, alors qu'en Afrique, ce système était tout à fait effacé. Nous étions des Européens, une grande famille, et je pouvais très bien voir la femme d'un porion, d'un mineur, sur un pied d'égalité. Du moins à Brousse, hein, pas dans les villes. Dans les villes, ça devenait de nouveau différent. Les Portugais étaient mal considérés parce que beaucoup d'entre eux allaient en brousse faire du troc avec les indigènes. Et comme c'était au départ des Portugais de petite souche, de petite classe et de petits moyens, ils vivaient comme des indigènes. Ils logeaient dans les cases indigènes, ils se nourrissaient à peu près comme les indigènes, et à ce point de vue-là, ils enfreignaient une règle essentielle qui était celle de la colonie à cette époque-là, qui était celle de préserver l'image et le respect et le prestige de l'Européen. Quand mon mari et mon père parlaient de leurs infirmiers, ils trouvaient que les Noirs étaient doués
pour ce métier de médecin, qu'ils avaient appris avec les médecins, qu'ils avaient le flair, ils avaient bien souvent la charge d'un dispensaire et la tenue des livres, le soin des malades pendant l'absence du médecin qui passait tous les mois ou tous les 15 jours. Et mon père et mon mari disaient qu'ils étaient capables de remplir convenablement un rôle de médecin. Et pourtant, il ne serait jamais médecin. Et pourtant, il ne serait jamais médecin parce qu'il n'avait pas été à l'école suffisamment. Il n'avait pas été à l'UNIF. Et il faut un diplôme pour être médecin. À Élisabethville, très exactement le 30 juin 1930, et c'est l'examen des recrues à l'Office central du travail du Katanga. C'était un service créé à l'initiative, je crois, des employeurs et du gouvernement, et qui avait pour but d'assurer un recrutement régulier, dans le sens à la fois de la régularité dans le temps et de la régularité par rapport aux prescriptions légales, de la main-d'œuvre. Et alors ces gens venaient passer un certain temps dans un camp où on les formait. Une mise en condition. Une mise en condition, physique aussi. On sonne l'appel pour le repas, vous voyez, on bat du tambour. On voyait éclore en Afrique un tas de sociétés qui n'avaient pas de base véritable et qu'on devait considérer comme des créations de spéculation. Les actions montaient à la bourse et alors qu'elles ne représentaient absolument rien en Afrique, si ce n'est quelques hectares de concessions avec un mauvais hangar de planches où un noir vendait des cotonnades et du pétrole aux indigènes. Et que s'est-il passé? Eh bien, alors la crise au Congo a été extrêmement sévère et on a vu toutes ces sociétés factices et même celles qui n'avaient pas les pieds solides faire faillite. Et vous-même, vous avez été... Et nous-mêmes, même de la Société des huileries du Congo belge, qui était une émanation de la compagnie Lever, qui est une compagnie mondiale, a souffert de cette situation. Et on a envoyé d'Angleterre un émissaire qui avait des pouvoirs absolus, qui a décidé de toutes les stations qui n'étaient pas rentables et qu'on devait fermer. Et le service médical, qui comportait, je crois, 25 médecins à cette époque-là, a été réduit à 5. C'est un marché de coton. Les gens apportent leur récolte qui est pesée et puis ils sont payés. À la période de la récolte, il y avait des jours qui étaient annoncés et l'agent cotonnier qui procédait aux achats se déplaçait de poste en poste. Une usine de coton et devant l'usine, le marché. Alors ici, nous voyons une usine à coton. Donc, une des choses que mon père devait faire au cours de ses voyages, c'était de visiter toutes les usines d'égrenage de la société dont il s'occupait. C'était des usines qui utilisaient généralement un matériel d'origine américaine et il fallait voir si l'usine était en bon état, si tout était bien géré, bien réglé. Ici, nous voyons toute la nappe de coton qui sort de la machine, les graines ayant été éliminées, et c'est un espèce de matelas de douate, si vous voulez, qui sort de là, qui sera par après retraité, filé, et ainsi de suite, jusqu'à faire le tissu dont on vêtait les gens. Voilà, ici on est en train de faire une balle de coton probablement, je suppose. La presse à coton, c'était un peu le centre de ces usines, puisque c'est de là que sortait le produit fini. La plupart des entreprises belges qui étaient actives à cette époque-là en Afrique avaient le sentiment que, outre leur activité strictement commerciale, elles avaient une certaine mission sociale. Au début, ça s'exprimait d'une manière affreusement paternaliste. Je crois qu'il faut le savoir. Enfin, une manière qui nous semble aujourd'hui paternaliste. Mais
ces entreprises ont créé des hôpitaux, ont donné aux gens des logements décents, ont donné aux gens une instruction, une éducation, et tout ça, c'était considéré comme entrant dans le rôle normal d'une entreprise, et si elle ne l'avait pas fait, eh bien, je crois qu'elle se serait fait mal voir. Et c'était un élément qui était très présent dans les préoccupations des dirigeants des entreprises de cette époque-là. La Cotonco, par exemple, avait tout un réseau d'hôpitaux, de services sociaux et de choses de ce genre, à tel point d'ailleurs que mon père a été à un certain moment président d'un comité consultatif de l'assistance sociale au Congo, parce qu'on reconnaissait, en le nommant à ses fonctions, que les entreprises dont il s'était occupé avaient vraiment eu un souci de développement social. Oui, là, c'est votre père qui est à droite. Je suppose qu'il prend l'apéritif avec ses hôtes. Il ramasse un papier. C'est peut-être une lettre qu'il a reçue de Belgique. Le petit noir était sans doute... J'ai l'impression que cet enfant est pris en charge par la famille, là, parce qu'on le voit à tout moment. Oui. Hein. Il y avait quand même une tradition dans beaucoup de familles européennes d'avoir soit le fils d'un boy, soit un petit enfant recueilli ou quoi. On appelait cela à l'époque en Kiswahili, en tout cas au Katanga, un pikinine, c'est-à-dire un petit qui était là et qui participait un peu à la vie de la famille, qui se rendait utile par de menus services. Dans notre mentalité d'aujourd'hui, c'est difficile à comprendre, mais voilà. C'était une adoption? Une prise en charge à certains égards. On l'envoyait parfois à l'école, parfois on ne l'envoyait pas à l'école. Il rendait certains services où il n'en rendait pas. C'était un statut de familier, comme dans les grandes familles romaines, si vous voulez, un petit peu. Mais tout ça, c'est à remettre dans le contexte d'une époque d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible et inimaginable. Je ne dirais pas que c'était nécessairement un aventurier, non, mais je crois que c'était quelqu'un, comme les Belges le sont traditionnellement, qui avait beaucoup de bon sens, qui avait du réalisme et l'ambition de réaliser quelque chose de concret. J'ai l'impression que les gens qui ont développé le Congo belge vers ces années du début du siècle et jusque vers les années 50 n'étaient pas des gens qui faisaient beaucoup de philosophie, mais des gens qui surtout voyaient les réalisations concrètes. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui a différencié la colonisation belge de la colonisation française ou de la colonisation britannique. Ce dont il faut se rendre compte, c'était les conditions de vie des Européens à l'époque. Hein. Ils partaient pour 3 ans, hein, éventuellement avec leurs femmes, et alors ils restaient dans ces régions relativement perdues. Il n'était pas question de congés, etc. On rentrait simplement à l'issue de son terme. Donc toute l'existence était vraiment basée en symbiose avec le milieu local, le milieu africain. C'était le départ d'amis qui avaient plusieurs enfants et on nous avait, je me souviens de ça, on veut montrer comme si on avait une classe. Et alors bon, le temps passe et arrive la fin du terme. Ça a été précipité parce qu'on est revenu un mois plus tôt qu'on le croyait. À ce moment-là, il y avait la crise au Congo. À Kamina, la salle de danse était remplie de meubles parce que tous les Blancs rentraient en Belgique et ils ne savaient pas remettre leurs meubles aux successeurs. Et mon père a dû revenir un mois plus tôt et nous sommes repartis pour la Belgique. Tout ça en train, les déplacements? Ah oui, en train, oui, uniquement en train. Et nous sommes allés jusque Port-Franqui. À Port-Franqui, on a pris le bateau.
C'était un bateau de Lunatra avec une grosse roue à l'arrière qui marchait donc uniquement au bois. Il s'arrêtait de temps en temps aux coupes de bois pour charger le bois. Et alors, ils s'arrêtaient parfois, alors les petits noirs venaient voir le bateau, ils nageaient, on leur jetait des pièces de monnaie, et les crocodiles arrivaient parfois pour les surprendre, mais on leur faisait signe, et ils se sauvaient alors. Quand je suis rentrée en Belgique, je suis rentrée en 2e primaire. Donc on m'a mis à l'école. Alors là, je me suis trouvée complètement dépaysée avec tous ces enfants. Parce que, comme à tout le monde, on demande, citer les arbres, les fleurs que vous connaissez ici et ça. Moi, je ne connaissais qu'un seul arbre et c'était l'eucalyptus. Et cet arbre-là, il n'y avait aucun enfant de ma classe qui les connaissait. J'ai tout découvert. J'ai tout découvert. La neige, pour moi, ça a été quelque chose de merveilleux, parce que je me suis réveillée un matin, et quand j'ai vu tous ces flocons tomber, il paraît que je suis restée toute une journée derrière la fenêtre à regarder ces flocons tomber, j'en revenais pas. On revenait dans le pays civilisé après avoir vécu pendant 2 ans en manquant à peu près de tout. Surtout ceux qui étaient en brousse, qui n'avaient ni électricité, ni les commodités, ni l'alimentation européenne, ni les vêtements. Nous faisions des économies tout au long du terme parce que nous avions de gros frais pendant un séjour de 6 mois en Belgique. Louer un appartement, habiller les enfants si on restait l'hiver et réhabiller tout le monde pour retourner en Afrique parce que la vie était beaucoup plus chère qu'en Belgique. Je crois que les coloniaux étaient à la fois un peu enviés parce qu'ils connaissaient une situation matérielle souvent plus prospère. Il y avait une coupure, probablement que le changement de mentalité est relativement mal ressenti. Il y avait une nostalgie, je crois que tout ça était très complexe et peut-être un peu confus. Vous savez, à l'époque, quand on est rentré, je dis, on était des bêtes curieuses. On allait dans tous les villages, on allait voir tout le monde, et puis c'était la grande réunion. On nous regardait. Moi, par exemple, on me disait, oh, mais tu es né là-bas, mais t'es pas noir. Ça, c'est une réflexion qu'on m'a très souvent faite. Vous ne comprenez pas. Le séjour en Belgique était une grande foire. On se précipitait au restaurant, manger des huîtres, manger des homards, manger des escargots, tout ce qu'on n'avait pas là-bas. Et on recherchait aussi les plaisirs de la mer ou de la montagne, selon la saison à laquelle on arrivait en Belgique. Et comme on avait peu dépensé à la colonie, on avait beaucoup d'argent et on menait une vie de riches possédants pendant toutes ces vacances qui étaient, si vous voulez, l'exutoire ou le contrepoint de la vie de privation qu'on avait menée là-bas. Sans pour cela dire que nous gardions un mauvais souvenir de la colonie et de l'Afrique, parce qu'on y retournait toujours avec énormément de plaisir. Ceux qui vécurent en Afrique affirment volontiers avoir gardé un palmier dans le cœur. Cela ne veut pas dire qu'on ait renié ses racines, loin de là. Et ce n'est pas un hasard si à quelques milliers de kilomètres de nos provinces, on disputera de retour au Congo, comme ici à Élisabethville, une partie endiablée de Valpelote. D'autres
sans oublier de fréquenter régulièrement les cercles à la mode et de pratiquer natation ou tennis, restent fidèles à cet autre sport bien de chez nous, la colobophilie. Sous le climat du Congo, on ne sait pas très bien qui du pigeon ou du maître est le plus à plaindre. À quelques centaines de kilomètres de là, la vie africaine se poursuit imperturbable, suivant un cérémonial qui semble remonter à la nuit des temps. Une autre forme d'identité qui s'exprime parfois dans des activités bien difficiles à apprécier pour les Européens soucieux avant tout d'apporter la civilisation.